Bonjour à tous et bienvenue dans Interaction. Il y a 8 jours, le président américain Donald Trump donnait des sueurs froides aux dirigeants de plus d'une trentaine de pays avec cette annonce. It is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. Et voici donc plus d'une semaine que le monde arabo-musulman condamne, l'Europe également, les uns avec vigueur, les autres avec prudence. Comment la riposte diplomatique s'organise, c'est le thème de cette émission, avec aujourd'hui à notre table Patrick Saint-Paul. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du service étranger au Figaro, vous étiez d'ailleurs correspondant à Jérusalem entre 2003 et 2008. Georges Malbruno, bonjour. Bonjour. Grand reporter également au Figaro, spécialiste du Moyen-Orient, et vous habitiez également Jérusalem de 1994 à 2002. Et puis notre correspondant actuel à Jérusalem, Cyril Louis. Bonjour Cyril. Bonjour. Le sondage que l'on vous propose sur Twitter depuis ce matin, vous allez le découvrir en direct. Souhaitez-vous que Jérusalem soit reconnue comme capitale d'un État palestinien? Vous pouvez encore voter pendant quelques minutes et nous commenterons les résultats à la fin de cette émission. On va commencer avec vous, Cyril, à Jérusalem. Un mot sur la situation en Israël, dans les territoires palestiniens depuis une semaine. On voit de manière un peu sporadique des affrontements entre Israéliens et Palestiniens. Comme sur ces images que l'on va vous montrer, c'était hier en Cisjordanie. On pouvait tout de même redouter pire, Cyril, suite à l'appel d'une nouvelle intifada par le Hamas. Oui, en tout cas, l'appel lancé par le Hamas il y a une semaine a en effet attisé les craintes d'un certain nombre d'observateurs. Pour l'instant, ce qu'on observe sur le terrain, c'est d'une part des manifestations qui rassemblent chaque jour plusieurs milliers de personnes, à la fois à Jérusalem-Est et puis dans les grandes villes de Cisjordanie et dans la bande de Gaza, et d'autre part, en marge de ces manifestations, des heurts qui impliquent de petits groupes de Palestiniens moins importants, quelques dizaines à quelques centaines, qui sont opposés aux forces de l'ordre. Donc pour l'instant, la situation est, si je puis dire, sous contrôle, mais la tension est vive et il ne faudrait pas en conclure que les Palestiniens se désintéressent ou se résignent après l'annonce de Donald Trump. La tension est vive, comme le montre notamment l'érosion assez spectaculaire ces derniers jours du cessez-le-feu observé depuis l'été 2014 dans la bande de Gaza. Presque chaque soir, une roquette ou plusieurs sont tirées en direction d'Israël. Pour l'instant, la plupart ont été interceptés par le système de défense antimissile Dôme de fer, mais cette situation inquiète les autorités israéliennes et donc il est un peu tôt pour préjuger de la fin de cette mobilisation. Merci Cyril. Je rappelle que cette émission est interactive. Vous êtes en direct déjà nombreux à commenter cette émission. Arlette nous dit bonjour. Par exemple, on va commencer avec vous, Patrick, sur la première réponse diplomatique. L'une des premières, c'était en France. Le Premier ministre Netanyahou a été reçu par Emmanuel Macron à l'Élysée. On va d'abord entendre un court extrait et ensuite vous demander votre analyse. Je partage totalement ce qu'a dit le Premier ministre Netanyahou quand il a dit qu'il faut laisser une chance à la paix. Je lui dis, laisse une chance à la paix. Fais un geste vers les Palestiniens. La paix, elle ne dépend pas des États-Unis tout seuls de leur côté ou de la France toute seule. Elle dépend de la capacité des deux dirigeants, israéliens et palestiniens, à la faire. Give a chance. Patrick, qu'en est-il sorti de cette rencontre, au-delà des déclarations publiques, et qu'est-ce que la France demande, on va dire, à Israël? Le président Macron a précisé ensuite qu'il demandait un gel de la colonisation, donc qui est le geste qu'on demande habituellement aux Israéliens comme préalable à une reprise des négociations. C'est le geste que demandent les Palestiniens depuis plusieurs mois. En fait, le processus est gelé. Ils réclament un gel des colonisations. Donc Emmanuel Macron allait dans ce sens pour essayer de relancer le processus. Mais après l'échec de la précédente initiative française où ils avaient organisé des négociations et ni les Palestiniens, ni le Premier ministre israélien n'était venu, ni le chef de l'autorité palestinienne. Donc là, on sent qu'ils sont quand même assez réticents à s'engager davantage dans un nouveau processus ou dans une médiation ou de type de conférence internationale. Voilà, on sent qu'on est... Malgré ces paroles, Macron est quand même dans la prudence sur ce dossier-là. Georges Malbruno, une autre réponse était hier à Istanbul, celle des pays musulmans principaux, on va dire, qui se sont réunis pour un sommet de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique.
avec un communiqué, nous proclamons Jérusalem-Est, capitale de l'État de Palestine. Devait-on s'attendre à ce genre de déclaration? Oui, d'autant plus que ce n'est pas nouveau. Hein. La plupart des pays arabes ont déjà fait de Jérusalem-Est la capitale de la Palestine. Ce qui est intéressant de souligner, c'est que cette réunion de l'OCI, cette mobilisation, entre guillemets, elle a eu lieu dans un pays non arabe, la Turquie. Ça montre que, on y reviendra probablement, le monde arabe est à la fois embarrassé et gêné par cette proclamation, par cette demande américaine. Et donc, effectivement, la Turquie, Erdogan, essaie de s'engouffrer dans cette brèche, comme l'Iran d'ailleurs. Donc c'est là où c'est intéressant. Ce sont des pays non arabes qui profitent d'une espèce de vacances de la réaction arabe pour s'engouffrer dans la brèche et appeler justement à la mobilisation contre ce transfert décidé par Donald Trump. Et justement, cette conférence était organisée par Recep Tayyip Erdogan. On a pu voir dans les colonnes du Figaro très récemment un article de Delphine Minoui qui nous parlait d'Erdogan qui se voulait le nouveau leader de la cause palestinienne, avec dans cet article un extrait. Si les observateurs restent sceptiques quant à l'impact de cette réunion, elle constitue de toute évidence une tribune exceptionnelle pour l'homme fort de la Turquie, avide de s'imposer comme le nouveau héros de la cause palestinienne. Mais simplement, en a-t-il l'étoffe, Georges Malbruno? Il en a l'étoffe. Pour le charisme pas. Non, c'est de l'affichage. C'est de l'affichage face, encore une fois, à un monde arabe qui est extrêmement gêné et embarrassé, parce que vous avez l'Arabie Saoudite qui est alliée de Trump et qui pratique un concubinage aujourd'hui de moins en moins discret avec Israël, qui a été extrêmement gêné par cette décision. Il y a eu une réaction d'ailleurs assez forte de l'Arabie Saoudite qui a déclaré que cette décision est irresponsable. Mais les Saoudiens ne peuvent pas aller au-delà de cette déclaration. Vous avez la Jordanie également qui a signé un accord de paix. Donc, Erdogan, comme les Iraniens... Mais avant de parler de tous ces sujets, disons bien qu'Erdogan, pour vous, ne représente pas du tout le représentant, nouveau représentant de la cause palestinienne, comme il le montre, il essaie de le montrer. Non, c'est de l'affichage, c'est une espèce de récupération qui est bonne à loi. Mais ça n'est pas, je pense, Erdogan ne sera pas c'est pas le héros de la cause palestinienne. Cyril, continuons tout de même cette parenthèse turque avec ce dont vous nous parliez le même jour dans les colonnes du Figaro. Vous citiez Ekrima Sabri, qui est le président du Haut Conseil islamique et qui disait « Ankara joue depuis une dizaine d'années un rôle sans équivalent dans le renforcement de la présence arabe et musulmane à Jérusalem ». La Turquie essaie de grignoter des morceaux d'influence à Jérusalem, Cyril ? Oui, Erdogan cherche clairement, par le biais de sa représentation ici et d'un certain nombre d'institutions, à renouer le vieux lien avec Jérusalem. L'Empire ottoman a régné ici pendant 3 siècles. Les murs qui encerclent la vieille ville, et qui sont l'un de ses emblèmes les plus connus, ont été construits sous Soliman le Magnifique. Et donc, depuis une douzaine d'années, on voit en effet les institutions de la coopération turque financer un certain nombre de projets pour rénover des logements, des magasins, mais également les lieux saints de l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Ce sont des efforts qui sont très appréciés des Palestiniens, qui reprochent beaucoup aux pays arabes, l'Arabie saoudite évidemment, mais aussi dans une certaine mesure la Jordanie, de les abandonner à leur sort. Et donc, il y a un certain nombre de gens ici qui voient d'un bon œil l'engagement de la Turquie sur le terrain à Jérusalem. Et on a d'ailleurs Merwan dans les commentaires qui nous dit « C'est vrai qu'Erdogan a une belle image sur les réseaux sociaux ». C'est un petit peu, ça rejoint, on va dire, ce que vous nous disiez, Georges. Patrick, on va voir avec vous, on a vu la réponse française. Regardons maintenant la réponse européenne. Suite à sa visite à Paris, le Premier ministre Netanyahou était ensuite à Bruxelles pour rencontrer la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini. Mais l'Union européenne est-elle influente au Proche-Orient? Est-elle seulement écoutée au Proche-Orient? L'Union européenne est écoutée des Palestiniens parce que l'Union européenne finance un certain nombre de projets et d'infrastructures palestiniennes. Elle contribue au budget de l'autorité palestinienne. Donc elle est écoutée par les Palestiniens. En revanche, elle est totalement inaudible du côté israélien, et notamment depuis un appel au boycott des produits fabriqués dans les colonies. Les Israéliens ont l'impression que l'Europe a choisi son côté et que du coup, elle ne peut pas être un médiateur dans les négociations entre Israéliens et Palestiniens. Contrairement à Donald Trump, puisque l'Europe donc est pratiquement unanime sur le sujet, condamne les colonisations. Donald Trump, vous écrivez la semaine dernière à son sujet que ses prédécesseurs avaient su éviter les pièges de la politique des faits accomplis. La stratégie de Netanyahou a finalement marché auprès des Américains en tout cas.
auprès de Donald Trump en tout cas. Oui, ça marchait. En fait, cette reconnaissance avait déjà été entérinée par le Congrès, mais tous les prédécesseurs de Donald Trump, depuis cette reconnaissance, s'étaient bien gardés de reconnaître Jérusalem. Aujourd'hui, c'est chose faite avec Donald Trump. Et en fait, la stratégie israélienne a toujours été dans ce conflit, en tout cas depuis 1967, de créer des faits sur le terrain et ensuite, peu à peu, de faire en sorte que ces faits soient reconnus. Ils tentent ça avec les colonies, ils essaient avec Jérusalem. Donc évidemment, c'est un piège parce que là, en reconnaissant ce fait, voilà, Donald Trump et les États-Unis se discréditent en tant que médiateurs dans cette crise, en fait. Georges Malbruno, un mot quand même sur l'Arabie Saoudite. Vous en avez parlé il y a quelques minutes. C'est la puissance sunnite du Moyen-Orient, alliée bien entendu des Palestiniens, mais main dans la main aussi avec les Américains. Comment peut-on résumer ce positionnement diplomatique compliqué pour Riyad ? Il est compliqué parce qu'encore une fois, Riyad amorce un rapprochement avec Israël, non officiel mais de moins en moins discret. Alors peut-on expliquer ça ? Pourquoi ? Parce qu'Israël et l'Arabie Saoudite ont un ennemi qui est l'Iran, partagé aussi par les États-Unis. Et donc il y a une espèce de concubinage, des liens qu'on ne connaît pas mais qu'on devine dans certains secteurs, renseignements, militaires, etc. Et donc cette décision, brusquement, met un coup d'arrêt un petit peu à ce concubinage parce que les Saoudiens, quand même, c'est Al-Aqsa, c'est le troisième lieu saint de l'islam. L'Arabie Saoudite, c'est le gardien des lieux saints de la Mecque et de Médine, donc ils peuvent pas aller au-delà. L'Arabie Saoudite a une population wahhabite, a une population traditionnelle, donc si vous voulez, ils se retrouvent en porte-à-faux. Et c'est là où Donald Trump a affaibli ses amis tout en renforçant ses ennemis. Les Émirats arabes unis, c'est la même chose. Donc l'Arabie Saoudite aujourd'hui est dans une position... Que peut-elle faire maintenant ? Dans ce dilemme, on va dire. Elle est obligée de choisir entre les États-Unis et la cause palestinienne ? Oui, elle a choisi les États-Unis. Je veux dire, elle a choisi. Il y a eu une interview d'Adel Joubert, le ministre des Affaires étrangères, ce soir, là, où il dit clairement les États-Unis restent le partenaire, le médiateur. Les Saoudiens ont refait une alliance historique avec Donald Trump après la déception suscitée par Barack Obama. Donc, vous savez, la cause palestinienne, excusez-moi, mais elle est quand même largement épuisée. Et donc, on a longtemps parlé justement de la centralité de la cause palestinienne en Occident, c'était vrai. Et puis, depuis moins une bonne dizaine d'années, la cause palestinienne n'est plus au centre, n'est plus la matrice des conflits, et donc l'Arabie Saoudite en tient compte, et donc elle ne va pas sacrifier sa relation avec Washington au profit de la cause palestinienne, pour renforcer. Donc, la prochaine question, si on retourne un petit peu le spectre, c'est un commentaire d'un internaute d'ailleurs que je voudrais vous soumettre. La position des Palestiniens, cette fois-ci, devient épineuse. Se ranger du côté de leurs frères sunnites voudrait dire un rapprochement et résolution éventuelle du conflit avec Israël, ou se ranger du côté des chiites, avec lesquels ils n'ont rien en commun au nom d'une libération élusive. Que répondez-vous à notre internaute, Georges ? Si vous voulez, là, on retombe dans la division. Derrière ça, il y a la division entre l'autorité palestinienne, qui, elle, elle est liée par un processus de paix qui n'existe plus, mais qui l'a fait vivre. Et puis, de l'autre côté, le Hamas, les islamistes palestiniens, qui ont renoué récemment avec l'Iran qui pousse à la roue. Et c'est là que se joue, justement, il y a une espèce de conflit interne. Cyril pourrait probablement en parler mieux que moi encore, parce que l'Iran pousse le Hamas à récupérer, à lancer une troisième intifada. L'autorité palestinienne, elle ne peut pas lancer une troisième intifada parce que la deuxième a été catastrophique pour elle. Et donc, il y a ce rapport de force et cette division qui fait que la cause palestinienne, elle est aujourd'hui là où elle est, c'est-à-dire dans l'impasse. Une brève question, du coup, Cyril, vous, ce que vous ressentez du coup sur le terrain, vers où la balance est en train de pencher, d'après vous, entre ces Palestiniens qui penchent du côté sunnite et penchent du côté du Hamas et du Fatah ? Vous savez, le Hamas et le Fatah ont engagé il y a quelques mois, au début du mois de septembre, un processus de rapprochement après 10 années de brouille, de division. Alors ce processus est un peu dans l'impasse, mais pour l'instant il gèle la situation sur le terrain. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a des tirs de roquettes depuis la bande de Gaza vers Israël qui ont été observés ces derniers jours. On ne sait pas très bien quelles sont les factions qui sont à l'origine de ces tirs. A priori, ce n'est pas le Hamas, et le Hamas s'en tient à la position qu'il avait arrêtée à la fin de la guerre de l'été 2014, celle d'une trêve
en attendant que la bande de Gaza puisse se reconstruire et que le mouvement reconstitue ses forces. Donc pour l'instant, chacun de ces mouvements est dans une position un petit peu d'attente et l'autorité palestinienne, elle, considère qu'elle n'a pas vraiment d'alternative à la médiation américaine, dans la mesure où les Israéliens n'accepteront jamais qu'un autre partenaire s'assoie à la table des négociations avec les Israéliens et les Palestiniens. Donc Mahmoud Abbas, lui, est un peu contraint d'attendre et d'espérer que, symétriquement à ce qu'ils ont décrété pour Jérusalem, capitale d'Israël, il attend et espère que les Américains vont reconnaître l'État de Palestine. Patrick, vous vouliez réagir ? Oui, je voulais juste ajouter sur le problème entre les chiites et les sunnites que Donald Trump a quand même marqué un but contre son propre camp dans cette histoire, parce qu'il essayait de mobiliser autour notamment de l'Arabie Saoudite les sunnites dans une alliance, une sorte d'alliance sacrée dans laquelle il y aurait même Israël de façon plus ou moins discrète face au monde chiite. Et là, aujourd'hui, après son annonce, ça devient très compliqué parce que s'afficher aux côtés des Américains dans une alliance face aux chiites et avec Israël, c'est impossible aujourd'hui sans se mettre à dos les rues arabes. Et on sait à quel point, après les révolutions arabes, les dirigeants arabes veulent éviter de prendre la rue à rebrousse-poil. Donc ça paraît très compliqué de faire avancer cette alliance aujourd'hui. Et un autre pays dont on n'a pas encore parlé, c'est la Jordanie. Et pareil, un internaute nous proposait un commentaire plus préoccupant, la situation du roi de Jordanie, car on a l'impression qu'il ne sait pas quoi faire pour sauver son trône. Cyril, une réaction peut-être sauver son trône, on n'en est pas là, mais ce qui est vrai, c'est que la monarchie hachémite est un régime jeune en Jordanie. La Jordanie est un État jeune et dont la légitimité a souvent été contestée depuis sa création. Et finalement, c'est de son rôle de gardien des lieux saints à Jérusalem, de gardien de la mosquée Al-Aqsa, que le souverain hachémite tire traditionnellement sa légitimité la plus forte. Alors chaque fois qu'Israël ou que des pays tiers donnent le sentiment de remettre en cause le statu quo sur les lieux saints de Jérusalem, ça suscite immédiatement des manifestations dans les rues d'Amman, pas forcément très importantes, mais ce sont des manifestations lors desquelles l'opposition, et notamment les frères musulmans, articulent des slogans très sévères, très durs envers le roi. C'est probablement pour ne pas fragiliser le roi Abdallah II, d'ailleurs, que Donald Trump a annoncé dans son discours qu'il demanderait à Israël de respecter le statu quo sur les lieux saints, sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Et le gouvernement israélien s'est empressé de préciser lui-même qu'il n'entendait pas remettre en cause ce statu quo. Merci beaucoup Cyril. Vous êtes très nombreux à commenter sur Facebook. Comme on pouvait s'y attendre, le sujet est légèrement clivant. Ce sujet est hyper dangereux, nous rappelle Nicole. Les Israéliens n'ont aucune confiance en l'Europe et ils ont raison. Rappelle également Franck. N'hésitez pas à poser des questions également et nous pourrons y répondre. Georges Malbrune, nous avons parlé de la Turquie qui se rêve en nouveau leader du monde musulman. Parlons d'un autre pays qui fait le même vœu, c'est l'Iran. Voilà ce que déclarait le président Hassan Rouhani à ce fameux sommet de l'Organisation de la coopération islamique. صادقی نبوده و نخواهد بود. اقدام اخیر دولت آمریکا برای کسانی که هنوز روزنه امیدی به ایفای نقش مثبت آمریکا در حل بحران فلسطین داشتند آشکارا روشن ساخت که آمریکا تنها در پی منافع حداکثری صهیونیست هاست و احترامی برای خواسته های مشروع فلسطینیان قائل نیست. جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد با تک تک کشورهای اسلامی برای دفاع از قدس بدون هیچ گونه ملاحظه و پیش شرطی همکاری نماید. La République iranienne prête à coopérer avec d'autres pays musulmans pour la cause palestinienne. Georges, un mot là-dessus, est-ce que ça rentre également dans la stratégie plus globale, évidemment, de l'Iran au Moyen-Orient ? Oui, parce que, comme Patrick vient de le dire, là, Trump s'est tiré un coup une balle dans le pied, parce que là, il donne l'occasion à Rouhani de dire des choses qui sont vraies, les États-Unis ont perdu leur rôle de médiateur honnête,
Et puis, donne à l'Iran l'opportunité d'apparaître un petit peu comme le pays qui va rassembler maintenant les Palestiniens, les Arabes contre Israël, etc. Et c'est ce que Rouhani dit quand il dit « j'appelle les pays musulmans à venir derrière nous », c'est-à-dire pour prendre un petit peu les commandes de ce combat. Donc là aussi, c'est encore une fois, je vous disais, il affaiblit ses amis, Trump, et il renforce ses ennemis. Voilà, alors ça aussi, c'est de l'affichage, c'est un petit peu comme Erdogan, mais il faut, quand on parle de l'Iran, il faut parler du Hezbollah, qui est à la pointe de ce combat justement contre Israël. Donc voilà, le front, cet axe qu'on appelle aujourd'hui l'axe de la résistance, alors axe de la résistance contre les États-Unis en Irak et en Syrie, eh bien, maintenant il y a une nouvelle, comment dirais-je, un nouveau tiroir avec contre Israël, via l'Iran et le Hezbollah, et on sait que le Hezbollah dispose d'un arsenal militaire important. Donc voilà, on est dans la récupération, c'est pour ça qu'il faut retrouver un petit peu le sens du dialogue et pouvoir relancer un processus de paix qui permette aux Palestiniens, à l'autorité et à Israël en tout cas de renouer un peu ce dialogue. On a une question d'un internaute, je vais vous la poser, Patrick. Redscorp qui nous demande, pensez-vous que si Jérusalem serait sous autorité onusienne, ça réglerait le problème? Non, ça c'était une vieille idée qui n'a pas marché en fait, puisque dans la résolution qui a entériné la création de l'État palestinien, de l'État israélien et de l'État palestinien, parce qu'à l'origine c'était deux États qui devaient être créés, le second n'a jamais vu le jour. Jérusalem était censée être une ville neutre et sous protection de l'ONU. En fait, ça n'a jamais fonctionné, puisque comme les pays arabes ont refusé la création de l'État d'Israël, il y a eu le conflit a déclenché immédiatement, y compris à Jérusalem. Voilà, et puis rapidement, Israël a installé ses institutions, la Knesset, quasiment tous ses ministères, le Premier ministre, la résidence du président, la Cour suprême, de fait dont on voilà, parlait. et tout est à Jérusalem. Donc ça, maintenant, Israël ne reviendra jamais en arrière, donc c'est inenvisageable. Un mot tout de même quand on va revenir sur l'intervention de Rouhani, il parle pendant toute cette première intervention des États-Unis. Se sont-ils, d'après vous, décrédibilisés encore plus, pourraient dire certains observateurs cyniques, face à leurs interlocuteurs arabo-musulmans? C'est ce que disait Georges à l'instant, oui. Mais est-ce que c'est terminé ou est-ce qu'il y a une porte de sortie possible encore à l'avenir? Non, c'est pas terminé, parce que comme le disait justement Cyril, il n'y a pas d'autre médiateur qui est accepté par Israël. Donc les Palestiniens savent bien que s'ils veulent faire avancer le processus de paix un jour, ça passera forcément par une médiation américaine. Le problème dans cette déclaration, c'est que Trump, je pense que ça aurait été plus facile à accepter pour les Palestiniens si Trump avait reconnu Jérusalem en tant que capitale d'Israël à Jérusalem-Ouest, ce qu'il n'a pas fait. Et là, en fait, il laisse un flou absolu sur quelle Jérusalem sera dans l'État, appartient à l'État d'Israël. Et est-ce que les Palestiniens pourront un jour établir leur capitale à Jérusalem-Est, ce qui est leur but? Et c'est exactement d'ailleurs la question que l'on vous posait sur Twitter. C'est le moment peut-être de voir les résultats. Souhaitez-vous que Jérusalem-Est soit reconnue comme capitale d'un État palestinien? Alors c'est très partagé, 37% pour le oui, non 38%, et 25% sont prudents, ne se prononcent pas. Un mot peut-être, est-ce que Donald Trump pourrait faire un coup de poker supplémentaire dans quelques mois par exemple, en reconnaissant Jérusalem-Est capitale d'un État palestinien? Est-ce possible ou est-ce absolument... Non, enfin, je ne le vois pas, ça paraîtrait complètement anachronique, parce que c'est comme disait Patrick, ce qu'il aurait dû faire, c'est reconnaître Jérusalem, capitale d'Israël, et Jérusalem-Est, capitale de la Palestine. Là, si vous voulez, c'est les négociations qui détermineront effectivement le statut de Jérusalem, etc. Mais aujourd'hui... Comme il a mis la charrue avant les bœufs pour Jérusalem... En quelque sorte, il entérine les faits accomplis dont parlait Patrick sur Jérusalem. Et Dieu sait s'ils sont importants, la colonisation, voilà, le fait qu'à l'est, bientôt de Jérusalem, il y aura plus d'habitants juifs que d'habitants arabes. Donc c'est ça la gravité de la déclaration de Donald Trump. Et donc il se garde bien justement de dire Jérusalem-Est sera la capitale. On sait tous, pour avoir vécu à Jérusalem, que ce sera très très difficile que les Palestiniens aient Jérusalem-Est comme capitale. Dans les plans passés, il y a eu Abu Dis, mais Abu Dis,
c'est comme si on disait Saint-Denis sera la capitale de la France, je caricature. Donc ça n'est pas acceptable. Et donc voilà, mais il faut trouver une idée originale, un partage, mais ce partage, il est pour l'instant absolument impossible à trouver. Et une dernière question, c'est une internaute, Jeanne, qui nous demande est-ce que cette reconnaissance de Jérusalem peut fragiliser le Liban, qui est déjà plutôt fragilisé depuis quelques semaines? Patrick. Alors, sur ce que Georges disait tout à l'heure à propos du Hezbollah et Cyril à propos de la situation à Gaza, il faut se rappeler qu'en 2006, la guerre avec le Liban a commencé à cause des bombardements israéliens sur la bande de Gaza. Donc, vu le niveau de tension actuel, on ne peut pas exclure que si la situation dégénère à Gaza, il y ait une riposte du Hezbollah à la frontière et qui se mettent à tirer des missiles sur Israël. Et aujourd'hui, on sait que le Hezbollah peut toucher toutes les grandes villes d'Israël. Donc la riposte serait la israélienne. Et ça, où ça pourrait devenir de nouveau un conflit régional, ce serait contre le Liban, évidemment. Il y aura des bombardements, comme ça a été le cas en 2006, et qui sont allés jusqu'à Beyrouth. Donc ce n'était pas seulement le sud du Liban. Merci beaucoup, Patrick, Georges, Cyril à Jérusalem, d'avoir été mes invités pour cette émission. Merci à vous. Vous retrouvez maintenant, comme à chaque émission, l'invité de la semaine. Et c'est Christian Mallard, consultant diplomatique à I24 News, la chaîne israélienne que nous recevions cette semaine au Figaro. Et on est très heureux aujourd'hui d'accueillir Christian Mallard. Bonjour. Bonjour. Vous avez longtemps travaillé à France 3 et vous êtes maintenant consultant diplomatique pour I24 News, qui est une chaîne israélienne qui appartient au groupe Altis. C'est une chaîne qui a 4 ans et qui vient de fêter son arrivée aux États-Unis et aussi en Israël, puisque maintenant vous pouvez être vu par nos confrères israéliens. On va revenir évidemment sur cette actualité intéressante, Jérusalem, l'annonce de Donald Trump. Comment, d'après vous, déjà, cette nouvelle a été traitée par la presse française depuis maintenant une semaine? Elle est quand même bien traitée. C'est une actualité, je veux dire, qui est très dense. On la retrouve dans tous les journaux de presse écrits, dans toutes les chaînes de télévision, bien entendu. Alors, moi, je ne suis pas langue de bois. Moi, je trouve qu'au niveau traitement de l'actualité israélienne, Jérusalem, les déclarations de Trump, puis les conséquences, et je ne dis pas ça pour vous faire plaisir, mais pour moi, c'est le Figaro qui traite le mieux, le plus objectivement. C'était ma question sur le plus objectivement. La partialité. Et, si vous voulez, je pense qu'il y a une vue qui est quand même très médiane, qui est bien vue par le Figaro, globalement. Je pense qu'il n'y a pas de parti pris, alors que dans certains journaux, on peut voir un parti pris parfois. Vous savez, on dit toujours la politique proche-orientale de la France est très pro-arabe, pro-palestinienne. Dans une certaine mesure, oui. Au fil des années, au fil des présidents qu'on a eus à l'Élysée, on a vu une politique, je veux dire, concernant Israël qui était plutôt quand même un peu agressive. Maintenant, je pense qu'il y a un changement. Macron, depuis Sarkozy, Macron, même Hollande, ont commencé à comprendre que pour les Israéliens, la situation n'était pas facile vu l'environnement hostile. Quand on a le Hamas à sa porte, qu'il y a le Hezbollah qui est de l'autre côté en Syrie, les gens commencent à comprendre que finalement, même si Israël doit peut-être infléchir sa position, peut-être le gel de la colonisation par exemple, qui est un problème, les gens commencent à comprendre qu'Israël est quand même globalement une démocratie dans la région et qu'il ne faut pas sans arrêt taper sur les Israéliens. Et c'était l'objet d'ailleurs de la conférence de presse d'Emmanuel Macron qui a fait des déclarations dans ce sens. En revenant quand même d'une question encore sur le traitement, la décision de Donald Trump, elle a été regrettée, voire condamnée par l'ensemble ou presque des pays européens, l'ensemble du monde arabo-musulman. Vous travaillez dans une chaîne, vous êtes consultant dans une chaîne israélienne. Qu'avez-vous dit au lendemain de cette annonce à vos téléspectateurs? Écoutez, moi j'ai toute liberté, ça je peux le dire, Dieu merci, j'ai toute liberté sur cette chaîne pour dire ce que j'ai envie de dire. Je participe même à une rubrique avec Anna Cabana qui est intitulée « Mallard politiquement incorrect », ce qui me permet de dire ce que j'ai envie de dire. Donc d'être sans langue de bois. Moi j'ai considéré que Trump avait fait une erreur en mettant peut-être la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte qui évolue énormément. Il y a eu un plan de paix arabe d'inspiration saoudienne en mars 2002 à Beyrouth. Moi, je m'en souviens, j'y étais. J'avais même interviewé Hariri, qui était encore en vie à l'époque. Et tout a été balayé d'un revers de main par Ariel Sharon, à l'époque, par le Premier ministre israélien. Puis, en 15 ans, on est en 2017, 15 ans après, on s'aperçoit que ce plan de paix a pu être
a pu évoluer, puisque les Saoudiens qui se rapprochent d'Israël aujourd'hui, parce qu'ils ont envie d'être ensemble, vous le savez, contre l'Iran, les Saoudiens sont prêts à modifier beaucoup de choses, et en particulier à parler territoire et sécurité pour Israël. Donc on n'en est plus à ce traité rigide. À l'époque, on disait, on vous reconnaît, mais en échange du retour aux frontières de 67, là on peut discuter au niveau de tout ce qui est ultra-sécuritaire pour Israël. Pourquoi est-ce qu'il a mis la charrue avant les bœufs? Parce que je pense que Jérusalem, le statut de Jérusalem, c'est la partie la plus épineuse, la plus sensible, la plus explosive du dossier. Et vous avez raison, c'est ce qui vient normalement à la fin des négociations. Et là, je pense qu'il a commis une erreur, parce que ça hypothèque les chances de parvenir à un règlement sur le problème des territoires. Est-ce que Benyamin Netanyahou s'attendait à cette annonce? Je pense que oui. Oui, parce qu'il s'est dit que... Parce qu'on rappelle bien que le président américain doit, tous les 6 mois, annoncer sa Mais je pense que Netanyahou a commencé à s'apercevoir que Trump était un type qui parlait beaucoup. On disait, il agit, il menace et tout. Mais finalement, Trump a tenu ses promesses. Il avait dit qu'il le ferait, il l'a fait. Je pense qu'il l'a fait pour démontrer en même temps qu'il était différent de ses prédécesseurs. Il considérait que ses prédécesseurs n'avaient pas été de parole, ni Obama, ni George W. Bush, et il a voulu montrer que lui, it's different. Quelque part, il l'a montré, mais maintenant, il faut voir l'impact. Alors, c'est vrai qu'on parlait d'intifada qui avait été demandé à l'appel du Hamas, poussé par l'Iran, bien entendu. Pour l'instant, il y a des réactions assez vives, bien entendu. Est-ce que ça pourra aller à un niveau tel que l'intifada sera une menace pour Israël? C'est difficile, c'est encore prématuré pour le dire. Pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas une éruption de tension comme on aurait pu l'imaginer. Tout à fait. Tout à fait. Une autre question sur Benyamin Netanyahou. Avait-il besoin de cette annonce? On n'avait pas l'impression qu'il était en position de faiblesse au Proche-Orient face à ses interlocuteurs palestiniens depuis quelques mois, quelques années. Est-ce que ça le renforce, ça à Israël, pardon? Oui, vu la situation, Netanyahou, même en dépit des affaires dans lesquelles il peut être impliqué, où il pourrait être impliqué dans un jugement, je pense que pour l'instant, les Israéliens considèrent que c'est le seul homme à la tête du pays pour pouvoir faire face à une telle situation inquiétante, dangereuse, et en même temps, les gens commencent à s'apercevoir. Vous savez, moi j'ai passé pratiquement 3 ans, mais avec plusieurs séjours de 3 mois, je rentrais, je repartais en Iran pendant la Révolution. J'étais dans l'avion de Khomeini avec 149 confrères du monde entier. Et à travers le temps, moi je m'aperçois que Netanyahou a raison de dire que le danger numéro 1 aujourd'hui au Moyen-Orient, c'est l'Iran. C'est l'Iran qui a toujours eu une politique expansionniste, mais ça ne remonte pas aux ayatollahs. Déjà le Shah avait une politique expansionniste au départ. L'Iran a toujours eu, les Perses ont toujours eu une tendance à vouloir gagner du terrain, à s'avancer. C'est les chiites, puis c'est la revanche contre les sunnites. On le voit bien aujourd'hui. Et Netanyahou, je pense, est très réaliste par rapport à la situation et au danger que représente l'Iran. Et donc on voyait, si je vous suis bien, un rapprochement entre Israéliens et les Saoudiens qui voulaient justement faire un front uni contre l'Iran. Est-ce que cette décision de Donald Trump peut remettre en cause cette volonté? Je ne crois pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je m'aperçois aujourd'hui que l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe, les Émirats du Golfe et tout, il y avait même encore récemment une délégation bahreïnie qui était à Jérusalem ou à Tel Aviv, donc en Israël. Et on sent que la réaction a été une condamnation, mais timide. Il n'y a pas eu la condamnation d'un pays comme le pays des lieux saints de l'islam qui aurait pu dire c'est un scandale, regardez les lieux saints, Jérusalem. On n'a pas eu ça du côté de Mohammed bin Salman, le nouvel homme fort d'Arabie Saoudite. Donc je me dis, non, je crois qu'il y a toujours cette volonté de créer un front anti-iranien parce que le danger, il est là. Et une dernière question sur l'opinion israélienne. Est-elle à 100% derrière Benyamin Netanyahou sur cette question de la reconnaissance? Je ne dirais pas à 100%. Il y a eu, comme dans tout pays de démocratie, il y a eu des manifestations anti-Bibi, anti-Netanyahou, comme ils disent, parce qu'ils ne sont pas d'accord ou ils craignent que la position prise par Trump mette en danger Israël. Donc, mais globalement, je pense que les Israéliens, quoi qu'il arrive, seront derrière Netanyahou dans cette affaire. Merci beaucoup, Merci à vous. Christian Mallard. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Interaction.